7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Juliette Briens. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Écoutez, une matinale mouvementée, agitée, mais très intéressante. On est ravis. Saga continue, en tout cas, une nouvelle semaine commence et nous avons enfin un peu plus de visibilité sur cette course aux législatives qui nous aura amené tant de rebondissements cette semaine. On a vraiment eu le sentiment de regarder une saison en vitesse de la série House of Cards. Je dois dire qu'à côté de ça, En mieux. quand le jeu politique commencera à reprendre son rythme normal, nous risquons presque de nous ennuyer. Emmanuel Macron préparait son coup depuis plusieurs semaines maintenant, dans le silence absolu de son cercle très restreint, sans jamais que ses ministres, et encore moins son premier ministre, Gabriel Attal, ne soient au courant. Ce sont ses conseillers de l'ombre, ses visiteurs du soir, comme on pourrait dire, qui petit à petit avaient réussi à lui faire prendre la conscience de la lente descente aux enfers du camp de la majorité. La majorité à la maladie de Charcot, a-t-on pu entendre de la bouche d'un du secrétaire général de l'Élysée, comme nous l'ont rapporté nos confrères du Parisien, pour éviter un passage d'armes entre ORN plutôt en 2027. La dernière solution possible était la dissolution de cette Assemblée nationale, quitte à faire exploser et réduire en miettes tous les carcans mis en place par l'extrême centre depuis tant d'années et espérer une bordélisation maximale de la vie politique et surtout du pays. Et oui, il semblerait que nous nous sommes trompés. Macron n'a jamais été Jupiter, il est Néron. Pour chauffer les cités à blanc, il le martèle sans relâche. Si le RN arrive au pouvoir, le pays sombrera dans le chaos. C'est presque un appel aux émeutes, car en effet, le président de la République, qui déteste la politique et surtout les Français, est prêt à réduire l'entièreté du pays en cendres, a absolument tout cramé, espérant peut-être revenir un jour maître des lieux à vie via l'Europe, pourquoi pas. Pour vous en convaincre, il y a cette petite phrase glaçante dite à l'un de ses visiteurs en privé et révélée par nos confrères du Monde à la question «Ça va, pas trop dur ces journées?» Et le chef de l'État répond «Mais pas du tout, je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade découpillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent.» Fermez les guillemets. Le cynisme est glaçant, le machiavélisme sans limite d'un homme à qui on doit l'écroulement global de tout ce qui nous est cher se révèle enfin au grand jour. Le pompier pyromane n'en a pas fini de ses sinistres ambitions pour la France. La Startup Nation ne doit pour lui que devenir un outil de plus au rouage de Bruxelles, avec lui à sa tête pour la diriger. Du côté de la gauche, on a assisté aux négociations houleuses de partis qui n'ont pas grand-chose en commun à part la compromission avec les ennemis de la France. C'est bien les islamo-gauchistes de LFI qui, pour l'instant, mènent le bal, ne faisant du PS qu'un sombre rassemblement de traîtres prêts à pactiser avec le diable pour croquer sa part du gâteau. L'alliance malsaine du nouveau Front populaire sombre dans les pires travers et confronte notre belle France à la possibilité du trotskiste Philippe Poutou à l'Assemblée nationale, et que dire également de la candidature du chef des Antifas de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, ultra-violent, fiché S comme l'a révélé Incorrect, qui n'hésite pas à menacer de mort ses adversaires et qui qualifiait les massacres du 7 octobre d'actes de résistance. Le bloc anti-France est même parvenu à nous pondre un programme pour aggraver leur cause. Euh, et alors, il est encore plus lunaire que prévu, ce programme. Augmentation irréaliste du salaire minimum, retraite à 60 ans, semaine de 32 heures, blocage des prix, bref, explosion nucléaire des impôts dans une France qui a déjà le record du monde des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires. On appelle ça ni plus ni moins que le communisme. Bref, on avait l'impression qu'avec ce programme, eh bien les gauchos ont réussi l'exploit de se mettre d'accord sur tout, chacun en allant de son petit compromis. Mais derrière ce joli tableau d'union, il y a un point le plus crucial peut-être pourtant que ces révolutionnaires n'ont pas encore négocié. Oui, ils l'ont repoussé à plus tard et pourtant c'est bien ce point qui risque de tout faire exploser en vol. Car bien sûr, si à droite la notion de Bardella Premier ministre semble parfaitement actée et voulue par tous, à gauche, les négociateurs n'ont toujours pas, loin de là, arrêté le nom de celui qui prendra la tête de cette coalition, du chef qui cheffera, du possible Premier ministre, celui qui donnera le là de cette campagne et contribuera à sceller un peu plus la signification d'un vote
pour le nouveau Front populaire aux législatives. Alors après la purge orchestrée par Jean-Luc Mélenchon et sa maîtresse de l'ombre, Sophia Chikirou, qui aura eu la peau des frondeurs Raquel Garrido et Alexis Corbière, laissés sur le carreau des candidatures dans une manœuvre politique brutale, on comprend bien que le chef des Insoumis n'a aucune intention de laisser la moindre place à l'affaiblissement de son statut. Et si tous les acteurs de ce Front populaire ont bien un avis à donner sur celui ou celle qui prendra cette place de leader, bien souvent il s'agit de leur propre nom d'ailleurs, force est de constater que la bataille s'annonce d'une violence inouïe et risquerait bien de faire éclater en vol les belles intentions d'union. LFI, qui, comme on le sait, mène la danse, ne voudra jamais d'un Premier ministre socialiste et encore moins de celui qui vient contre toute attente de se rajouter à la course. On a cru rêver à l'annonce de cette nouvelle candidature. L'ancien président François Hollande sera candidat en Corrèze. Sortez les parapluies, mesdames et messieurs. L'été n'est pas prêt de pointer le bout de son nez. Lambi premier est de retour. Évidemment, on s'en doute, quand un ancien président de la République fait son grand retour en politique, ce n'est pas vraiment dans l'ambition d'aller enfiler des perles à l'Assemblée. François Hollande n'a qu'un but, enfiler son costume de Premier ministre et prendre sa revanche sur Emmanuel Macron, son élève qui l'avait trahi en mettant des bâtons dans les roues à son plan machiavélique de polarisation des extrêmes. Alors, a-t-il une chance d'y arriver, François Hollande? Il est vrai que, entre le programme absurde du nouveau Front populaire et les frasques outrancières des camarades islamo-gauchistes et révolutionnaires des Insoumis, eh bien, les chances de rassurer la ménagère ne courent pas vraiment les rues. François Hollande joue la carte de l'expérience, de la recentration de l'Alliance pour imposer sa candidature. Et si effectivement cette carte-là fonctionne dans les négociations internes à l'Alliance, ça serait bien catastrophique pour Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce à dire que ça suffirait, en tout cas, pour contrer l'autre grand bloc de cette guerre des trônes, le bloc patriote? Eh bien, tiens, parlons-en d'ailleurs de cela. Après les rebondissements insensés du début de semaine, l'éclatement, définitif du parti Reconquête d'Éric Zemmour, le départ de Marion Maréchal au profit du ralliement de l'Union nationale, on a pu assister à cette extraordinaire épopée du nouveau couillu en chef, le président des Républicains, Éric Ciotti, qui, malgré l'hystérie commune des pontes de la droite qui trahit tout, les chapeaux à plumes des Républicains, sortis de leur planque douillette pour placer Éric Ciotti sur l'échafaud. Espérant mettre une pression suffisante au président par la menace, la tenue de bureaux exécutifs exceptionnels et totalement illégaux afin de voter son exclusion du parti, les discours épiques et larmoyants de Retailleau pour jurer fidélité à la République, les plateaux à tour de bras de Xavier Bertrand éplorés, jurant de toujours combattre la haine. Éric Ciotti, lui, n'a pas flanché d'un millimètre de genou. On l'a vu tout au long du combat, très calme, parfaitement serein, sûr de son coup, avec un potentiel comique qu'on ne lui soupçonnait pas et qui a fait de lui le nouveau mème préféré d'Internet avec son apparition à la fenêtre de son bureau au siège des Républicains dont il avait forcé le passage en totale décontraction. On a eu l'impression que le conclave avait élu son nouveau pape. Je travaille, avait-il clamé depuis sa fenêtre aux dizaines de journalistes attroupés dans la rue. Il faut dire que ce calme et cet impressionnant sang-froid, Éric Ciotti l'a conservé en partant d'une seule réflexion. Le timing du président de la République lui imposait le rendu des listes d'investiture ce dimanche et ne permettait en aucun cas au parti LR, selon les clauses de son règlement interne, de destituer Éric Ciotti de ses fonctions à temps pour arrêter l'alliance. Et il a eu raison. Ainsi, vendredi soir, dans une annonce fracassante et qui n'a pas manqué de nous arracher un peu de baume au cœur, le juge, conformément au règlement, a ordonné la suspension de cette destitution et a permis aux ciotistes d'envoyer sa liste aux couleurs du logo LR. Évidemment, les rebondissements n'en sont pas à leur fin. Le bureau exécutif d'LR finira bien sûr cette semaine par se réunir légalement cette fois et finira peut-être par obtenir la fin du règne de Ciotti. Des questions demeurent alors. Qu'adviendra-t-il du logo LR puisque les barons LR ont également envoyé des candidats? Qui siégera à l'Assemblée et sous quelle bannière? Tant de questions, mais qui ne changent pas, selon moi, une autre réalité.
Le dernier sondage IFOP donne le RN à 35%, LR à 7% et Reconquête à 3%. Additionné, c'est un score de près de 45% pour le camp national. Et face à la menace terrible, ignoble d'une accession au pouvoir du bloc islamo-gauchiste, l'union des droites ou l'union nationale ne se fera pas par les partis, mais bien par les électeurs. Eh ben, bravo pour cette chronique qui dit tout, Juliette Briens.